Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce vendredi pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. Chaque vendredi, on se retrouve donc dans Politico pour parler politique et cela sans filtre. L'actualité en RDC a été marquée par cet accord dit historique signé entre la RDC et le Rwanda devant le témoin américain Donald Trump. Ça s'est passé ce 4 décembre 2025. On va y revenir avec mon invité pour savoir qu'est-ce que la RDC a gagné dans cet accord, qu'est-ce qui a été exactement conclu entre Américains et Congolais et entre Congolais et Rwandais. On parlera aussi en grande partie sur ce qui se passe dans la province du Lualaba où on a vu l'Assemblée provinciale prendre une décision majeure, celle de ne plus sanctionner l'exécutif provincial sans limite de cette suspension d'une mesure décidée par la Constitution. La mesure prise par l'Assemblée provinciale a été, on va dire, décidée par le ministre national de l'Intérieur qui est cadre de l'UDPS, lui-même disant parler au nom du président de la République issu de l'UDPS. Ce soir, qui d'autre qu'un cadre de l'UDPS pour nous répondre à toutes ces questions? Nous avons ce soir Monsieur Auguy Chamboui. Bonne arrivée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, cher Alain. Merci de nous avoir associés à ce débat républicain. Nous sommes heureux vraiment d'échanger sur ces questions de l'actualité. Nous saluons le millier des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba Radio et Télévision. Enfin, l'accord est signé entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, les deux représentant les deux pays en guerre, la RDC et le Rwanda. C'est une grande victoire. Vous y voyez une décision historique? Et je pense qu'en tant que citoyen averti, on ne peut pas déjà chanter à la victoire. Parce que pour nous, l'effectivité de cet accord, c'est voir d'abord le Rwanda retirer ses troupes armées. L'RDF, qui sont en complicité avec le mouvement AFC M23. Pour nous, c'est la cessation vraiment des hostilités sur terrain. Vous l'avez appris depuis ce matin. Hier, on a signé à Washington, mais ce matin, les combats ont repris du côté Kamanyola entre les Wazalons de FRDC opposés au mouvement rebelle AFC M23 avec l'armée rwandaise. Donc, pour nous, l'effectivité, nous avons besoin de la paix et nous avons besoin d'une paix durable, pas d'une paix de façade. Il est vrai que les deux leaders, Congolais tout comme Rwandais, se sont retrouvés aux États-Unis d'Amérique devant le président américain Donald Trump pour signer cet accord. Il y a eu des engagements de part et d'autre. Pour nous, nous souhaitons à ce que chaque partie, à ce qui les concerne, mette en pratique ce qui sont comme des résolutions de cet accord. Cet accord a trois volets. Volet sécuritaire, économique, et il y a aussi cette coopération entre Amérique et la RDC pour ce qui concerne les minerais. Je ne sais pas si vous avez le temps de le parcourir. En tout cas, c'est le même accord que celui signé par la ministre des Affaires étrangères en juin dernier. Le président Tshisekedi n'a juste fait qu'entériner cet accord. Et on découvre dans cet accord que, en fait, à côté de cet accord, il y a la RDC qui convient de collaborer pour la vente des minerais avec les États-Unis. De l'autre côté, les États-Unis conviennent avec le Rwanda pour aussi la vente des minerais. Tout le monde sait qu'au Rwanda, il n'y a pas de minerais. Est-ce qu'on peut conclure que Félix Tshisekedi vient de donner les minerais de la RDC au Rwanda pour que le Rwanda en tire bénéfice en les vendant aux États-Unis? Je pense que c'est une question très complexe, c'est une question hautement économique. Comme vous le savez bien, les multiples guerres que nous subissons ici en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de notre pays, sont dues à l'envie de nos richesses par certaines sociétés multinationales. Quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu en 2019, il avait fait le tour du monde, il a demandé à ces multinationales, il a demandé aux grandes puissances, si vous aviez nos richesses, si vous avez besoin de richesses, venez par la grande porte qu'on fasse du gagnant-gagnant. Alors il a compris que la guerre que nous subissons à l'Est, ce n'est pas une guerre militaire, mais c'est ni moins une guerre politique, c'est une guerre économique.
Et aujourd'hui, nous comptons plus de 10 millions de morts à cause de l'envie de nos richesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Rwanda aujourd'hui revendique depuis la conférence nationale, la conférence de Berlin, il y a un problème de limites entre avec l'ancienne métropole, la Belgique. Et aujourd'hui, le Rwanda a toujours eu du prétexte de dire que non, il y a les militaires, les militants de l'ancien régime, les FDLR, ils se sont réfugiés en République démocratique du Congo. C'est une menace pour la sécurité. Et aujourd'hui, pour parler de l'économie, dans cette affaire, si on doit être sincère, les grands gagnants, c'est qui? Les grands gagnants, c'est les États-Unis d'Amérique. Trump, d'abord, nul n'ignore que c'est un homme d'affaires. Même dans son discours, il a bien dit qu'on va faire de l'argent, c'est du business, c'est du gusto. Donc, la RDC n'a rien gagné dans cette histoire. Dans ce que la RDC gagne aussi. Parce gagne quoi? Il y aura des investissements. Les investissements américains viendront en République démocratique du Congo. Les sociétés vont s'installer à l'est de notre pays. Il y aura des emplois. Il y aura ils vont nous construire des routes. Et il y aura aussi, d'abord, avant d'y arriver, avant que ce arrive, il y a une coopération sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. C'est écrit dans l'accord ou vous l'imaginez? Non, c'est connu que les volets sécuritaires dont nous parlons, la RDC a sollicité l'expertise des États-Unis d'Amérique pour mais la question de sécurité. Mais ce n'est pas dans l'accord. Dans l'accord, le volet sécuritaire insiste sur le fait que le gouvernement congolais s'engage. Moi, je parle de l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Et cet accord est économique, pas sécuritaire. Écoutez, pour l'instant, en fait, pour l'instant, M. Guy Chambouy, ne nous pardons pas. Ce 4 décembre, l'accord qui a été signé entre Rwandais et Congolais, c'est un accord à double volet, sécuritaire et économique. Le président Tshisekedi a signé les deux. Et puis, entre Américains et Congolais, c'est un accord économique pour l'exploitation de richesses de la RDC. Comment est-ce que nous, on va se retrouver dans tout ça? C'est ça la question. À ce que moi je sache, selon les renseignements qui sont en ma possession, la RDC a sollicité de l'expertise sécuritaire américaine. C'était le point de départ. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait contacté les Américains par le président de la République. Oui. Minerais contre sécurité. Mais ça, c'est déjà dépassé. Non, ce n'est pas dépassé, cher journaliste. Finez bien dans cet accord. Je pense que l'accord est plus vaste. On n'a pas eu le temps de le décortiquer. Mais moi, je vous renseigne que la priorité pour le gouvernement congolais, d'abord, c'est la sécurité de notre solliciter l'expertise américaine du point de vue sécuritaire, former nos FARDC, nos services de sécurité, encadrer nos militaires, nos services d'intelligence pour assurer la sécurité à l'est de notre pays. Après, maintenant, il y a les volets économiques parce que les investissements ne peuvent pas venir aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité à l'est de notre pays, aussi longtemps qu'il y a des poches d'insécurité. Donc, les sociétés américaines qui viendront s'installer à l'est de notre pays, ils seront bénéfiques. C'est du gagnant-gagnant. C'est un deal c'est un deal entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain. Donc, ici, à ce que moi je sache, il y a les volets sécuritaires, il y a les volets économiques. Et dans les volets économiques, on a parlé du développement. On a parlé du développement, c'est-à-dire à l'est de notre pays. On a parlé aussi de la création des emplois pour nos compatriotes qui sont à l'est de notre pays. Vous-même, cher Guy Chambouy, quand vous analysez la situation, est-ce que vous êtes sûr, vous êtes convaincu que le président Tshisekedi nous a protégé les intérêts de la RDC? À plusieurs reprises. Dans ce qui concerne cet accord? Oui, le président de la République a bien déclaré qu'il ne s'agit pas de brader la souveraineté de notre pays. Il ne s'agit pas de brader les intérêts du peuple congolais. Au contraire, c'est les Congolais qui retrouvent sa dignité, qui retrouvent sa sécurité. Maintenant, dans ce cas, expliquez-moi comment est-ce que la RDC est allée s'engager à neutraliser les FDLR. Le président Tshisekedi l'a dit hier devant le président américain et devant ses pairs africains qui étaient là comme témoins et la communauté internationale prise à témoin que la RDC va tenir ses engagements, notamment ces engagements qui sont dans l'accord, neutraliser les FDLR, favoriser le rapatriement de ces membres de FDLR vers le Rwanda, garantir les conditions d'une paix
et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs? La question des FDLR. Si le gouvernement congolais a signé cet accord, moi je ne suis pas un expert militaire, ou un expert en matière de sécurité. Si réellement le gouvernement congolais a signé cet accord, surtout sur cette question de rapatriement, de la neutralisation d'abord des FDLR, rapatrier les FDLR chez eux, donc moi je présume que donc au Congo, le gouvernement congolais reconnaît qu'il y a aussi des FDLR qui sont en République démocratique du Congo. Oui, en tout cas, moi, je n'ai pas de précision là-dessus, mais l'accord est signé en notre nom par un président UDPS. Non, s'il vous plaît. Il n'est pas le président de l'UDPS. Non, il est le président issu de l'UDPS. Je vous fais confiance. Vous n'allez pas le renier. J'espère bien que vous lisez la constitution de notre pays. Non. Quand il a été élu... Vous avez compris mon propos. Écoutez, quand il a été élu, il s'est démarqué de l'UDPS. Il s'est dessaisi de toute sa affaire cessante de l'UDPS. Il est président de la République. Il engage tout le monde. L'UDPS ne reconnaît plus Tshisekedi, c'est ça? L'UDPS, c'est un fait privé. Ici, nous parlons des affaires d'État. Vous êtes de l'UDPS. Nous sommes de l'UDPS. Vous ne comptez plus Tshisekedi parmi vos membres. Il est le président de la République. Il est le président de la République. Vous ne le reconnaissez plus dans ses actes? Nous le reconnaissons en tant que le président de la République. Il est notre président de la République. Il n'appartient plus à ce stade de l'UDPS. Il appartient à tous les Congolais. Revenons au FDLR. Au FDLR, c'est ce que je disais. La question de FDLR, si le gouvernement congolais a signé cet accord, et surtout avec ce point-là de FDLR, je présume, je ne peux que les concéder. Donc moi je présume, je ne confirme pas, parce que ni moi, ni vous, personne sur ce plateau ne peut démontrer que nous, dans tel coin de la République, nous avons des FDLR. On fait confiance à nos services de Monsieur Guy Chamboui. On fait confiance au gouvernement congolais qui a signé cet accord, et même ça, par quel mécanisme, où sont les FDLR et où est-ce qu'ils vont les neutraliser et comment ils vont les répatrier. Donc, ça ne fait pas débat. Nous sommes totalement d'accord sur ce point-là. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que cet accord signé par le président Tshisekedi n'est pas limité dans le temps. Il ne va pas être caduc à la fin de l'année 2028, quand M. Félix Tshisekedi aura fini son mandat à la tête du pays. C'est un accord pris devant témoin qui est une grande puissance américaine, grande puissance mondiale, je voulais dire. C'est un accord qui va engager le peuple congolais pour toujours. Cet accord a été signé sans même que les représentants du peuple ne puissent l'analyser, l'Assemblée nationale. Encore moins le Sénat. Et là, je ne parle même pas du gouvernement qui n'a pas vu cet accord en détail en Conseil de ministres. C'est que nos ennemis rwandais ont eu, eux, à faire. Ils ont traité l'accord au niveau de leur Conseil de ministres, leur Parlement a analysé et a donné la validation. Là, je vous pose des questions, vous me dites, on n'en sait rien. Mais justement, on n'en sait rien parce que nos représentants n'ont pas eu la possibilité d'entrer en détail de cet accord, le lire afin de nous communiquer c'est en quoi notre chef suprême nous engage. Monsieur Alain, je pense que tous sommes intellectuels. Lisez bien la Constitution dans son article 213. Le président a le pouvoir de ratifier des traités internationaux tout comme régionaux, de signer des accords et les soumettre aussi à l'Assemblée, à la représentation nationale, c'est-à-dire au Parlement congolais pour la ratification. Dès lors que ces accords, ça c'est la première étape. Deuxième étape, il y aura l'examen au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, de cet accord. Nous ne voulons pas tomber dans des choses qui se sont passées en 2009 avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe. Lorsque les troupes rwandaises étaient entrées à Congo, l'Assemblée n'a pas été saisie. Mon frère, les deux institutions, nous avons l'institution présidence de la République et l'institution Parlement, ils collaborent peut-être par des courriers. Donc, lisons bien la Constitution et qu'est-ce qui prévoit, que dit la Constitution. Lisez l'article, je répète, 213, 214, 215 jusqu'à 216, c'est bien prescrit dans notre Constitution. On ne va pas lire la Constitution ce soir. Moi, je préfère qu'on soit légaliste pour ne pas vraiment donner l'impression que le président public a violé la Constitution en ne pas soumettre l'accord à la représentation nationale. La question a été posée lors du point de presse qui a précédé la cérémonie de signature à la porte-parole du président de la République, Mme Tina Salama, et sa réponse était « Oui, le Parlement a déjà été informé, mais pas de manière médiatisée ».
C'est ça que j'ai dit, que les deux se collaborent. Par des courriers, ils s'expriment. Non, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Et même dans cette salle, vous avez vu le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ils étaient tous présents. Sauf qu'il y a un hic dans cette affirmation de Mme Tina Salama. C'est que la personne qu'elle prend à témoin, qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale, il est à la tête de cette institution que depuis presque 2 semaines. Et avant 2 semaines, il était au gouvernement. Il était, M. Aimé Bourgi, était membre du gouvernement. Donc, soit le Parlement a été informé dans les 2 semaines ici, et le Parlement a eu à analyser dans le secret cet accord et l'a validé. Pourtant, dans les 2 semaines ici, l'Assemblée est plutôt concentrée à l'examen du budget 2026. Est-ce qu'on peut comprendre dans ce que vous affirmez et ce que Mme Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, affirme, c'est que cet accord a été donné à l'Assemblée, analysé dans la précipitation? Est-ce que demain, on ne va pas se plaindre d'avoir signé quelque chose qu'on ne maîtrisait pas? Évitons d'individualiser l'institution. L'institution Assemblée nationale a existé et cet accord a été signé par les 2 ministres des Affaires étrangères au mois de septembre. Et de septembre jusqu'à ce jour, nous avons l'institution de l'Assemblée nationale qui a été saisie. Peut-être à l'époque, il y avait un autre président. Et lui qui est venu, il a trouvé que l'Assemblée nationale était déjà saisie. En tout cas, Vital Kamerhe ne reconnaît pas avoir été saisi. D'ailleurs, il a dit devant la plénière. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas dire les choses. Il attendait d'être saisi. Non, et que l'accord sera analysé en détail. S'il vous plaît, nous sommes devant la presse, un média sérieux comme Mikuba. Nulle part, vous n'allez pas me prouver les propos de Vital Kamerhe où il dit ce que vous êtes là. Ne le collez pas des propos, s'il vous plaît, chers journalistes. Ça existe. Non, s'il vous plaît. Vital Kamerhe l'a dit juste avant les vacances parlementaires. Je vous dis que si réellement Mme Tina Salama avait menti, l'Assemblée nationale devait démentir. Mais dès que Mme Tina Salama s'est exprimée et que l'Assemblée nationale n'a pas réagi, donc nous on comprend que l'institution Assemblée nationale a été déjà saisie par des voies de correspondance. Donc vous nous dites ici ce soir que c'est en âme et conscience que la RDC s'est engagée dans cet accord et que tout ce qui est dit dans cet accord, nous allons l'appliquer. Je pense que le gouvernement congolais a pris un engagement ferme devant la scène internationale, devant les témoins. Pour sa part, le président de la République s'est engagé à mettre en application tous les points prescrits dans l'accord. Et il a mis aussi à témoin, il a pris aussi la communauté internationale à témoin par rapport à l'attitude du Rwanda, que le Rwanda aussi, pour sa part, qu'il fasse ce qui lui revient. Je pense que dans tout ça, le souci du gouvernement congolais, c'est quoi? C'est restaurer la paix et la sécurité de notre pays. Nos compatriotes de l'Ouest, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont victimes des atrocités. Et d'ailleurs, cette situation, c'est une situation que Félix Tshisekedi a hérité. Les mêmes personnes qui ont provoqué cette situation, ils étaient aux affaires, ils ont fait 22 ans aux affaires, ils ont été incapables de restaurer la paix et la sécurité de notre pays. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est sous la bonne foi de trouver solution à ce dossier. Les mal, on comprend, il y a de la frustration dans les camps de nos adversaires, dans les camps des opposants. Pour certaines personnes, ils avaient cru au mois de janvier-février au vent du rebelle AFC M23 Corneille Nangaa, espérant renverser le régime. Nul n'avait donné la chance à Tshisekedi de stopper cette guerre par la voie diplomatique. Et aujourd'hui, Tshisekedi vient de le prouver à la force du monde qu'on peut résoudre un problème par la voie de dialogue, par la voie diplomatique. Mais est-ce que réellement on a résolu un problème, M. On n'a pas encore résolu, un problème. Doucement. Nous sommes devant le peuple nous regarde. Oui. Vous-même, vous avez commencé par dire aussitôt l'accord signé, les combats s'est intensifiés. Vous nous dites qu'il a résolu... Je n'ai pas dit qu'il a résolu, sur la bonne voie de résoudre ces problèmes. Oui, mais la situation sur le terrain s'empire. Écoutez, le changement, c'est un processus. Ça va prendre combien de temps? Encore combien de mois? On vient de voir les images des Congolais qui sont en ce moment en train de fuir pour aller se réfugier au Rwanda. C'est là où nous demandons, c'est qu'il faut que les deux parties aient le minimum du sérieux dans ce qu'ils font, qu'ils prennent comme engagement. Moi, je n'ai pas dit que la guerre est finie. Je n'ai pas dit que la guerre est terminée. Moi, je dis tout simplement que le gouvernement congolais, parce que si la situation que nous avions connue au mois de janvier-février, à cette heure ici,
nous serons déjà assiégés ici à Kolwezi par le mouvement rebelle M23. Mais c'est toujours par la voie diplomatique prônée par Félix Tshisekedi que cette guerre a été stoppée. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, c'est juste les poches d'insécurité. Mais nous souhaitons, notre souhait, ce qui nous préoccupe, c'est la paix, c'est la sécurité. Tout le monde veut la et surtout une paix durable. Monsieur Guy Shamboui, mais est-ce qu'on s'y prend de la bonne manière? Est-ce qu'on a eu en face de nous le bon interlocuteur? Ceux qui tirent, ceux qui sont sur le terrain, bien sûr aidés par le Rwanda, mais ce sont les M23. Pourquoi est-ce que ce n'est pas avec eux qu'on a discuté en détail, convenu devant les Américains, pour qu'on puisse avoir un seul document signé par le gouvernement congolais, le Rwanda et les M23? Je pense qu'il y a deux... Le processus de Doha, c'est juste des principes, ce n'est pas vraiment un vrai accord. Je vous dis que c'est un processus, il y a les négociations se font à deux volets. Il y a au niveau des États-Unis d'Amérique où on traite des questions étatiques entre le gouvernement congolais et les Rwandais. Et au niveau de Doha, où on traite des questions proprement dites entre le gouvernement congolais et le rebelle AFC M23. Ce n'est pas justement ça la difficulté, parce que c'est à quoi on s'est engagé à Washington, ça n'engage pas les M23. C'est pour ça qu'ils continuent à tuer. Mais le problème, c'est quoi? Le président de la République vous a dit que moi, je veux négocier avec les Rwandais qui est le parrain des mouvements AFC M23. Vous ne l'avez pas écrit. Aujourd'hui, il doit prouver noir sur blanc qu'il a réussi à faire asseoir Kagame autour d'une même table avec lui. Pour quel résultat? On paie les problèmes. Vous demandez pour quel résultat? Nous venons de signer hier. L'accord est signé depuis juin. Hier, ce n'était que, on va dire, une cérémonie officielle. L'entériné. C'est juste, une cérémonie officielle. On a entériné. Oui. On a entériné. Ce n'est pas une cérémonie officielle. Vous avez vu les deux présidents, chacun prendre son stylo, signer. C'est-à-dire, ça entre en application à la date de sa signature. Okay. Donc, pour nous n'avons pas dit que c'est fini, la guerre est gagnée, c'est fini, les villes de l'Est sont libérées. Aujourd'hui, non, il y a encore d'autres étapes. Il y a la question aussi de Doha. Mais moi, je pense qu'après Doha, après les États-Unis d'Amérique, à mon niveau, en tant que citoyen lambda, je souhaiterais au président de la République d'ouvrir l'espace politique, appeler les Congolais et les Congolaises autour d'une table qui ait vraiment un dialogue inclusif à l'interne. Et aussi, avec qui? C'est ça le problème. Parce que nos partenaires en face, nos adversaires... Qui ne mérite pas d'arriver à ce dialogue? Dès lors d'abord, parlons franchement. Ceux-là d'abord à qui nous souhaitons qu'ils fassent la médiation ils ne sont pas impartials. Oublions les médiateurs. D'abord les participants. Qui n'a pas le droit d'y être? Parce que c'est un discours qu'on écoute depuis un temps à l'IDPS. Ici, à ce niveau, le président de la République s'est exprimé. Il a dit tout Congolais est le bienvenu au dialogue. Mais pas ceux-là qui sont d'intelligence avec l'ennemi. Vous avez vu il y a 1 mois, 2 mois à Nairobi, c'est un groupe d'individus, c'est un groupe d'opposants qui se sont réunis avec l'ancien président de la République, aujourd'hui condamné, reconnu comme le vrai patron du mouvement AFC M23, parrainé par Paul Kagame. Ils ont été incapables de condamner l'agression rwandaise que la RDC est victime. Ils ont été incapables de condamner les actes que commettent aujourd'hui le rebelle Corneille Nangaa. Aujourd'hui, nos compatriotes sont violés, ils sont tués, ils sont massacrés par le mouvement entretenu par Corneille Nangaa. Mais ces pareilles personnes aujourd'hui, ils ont fait allégeance à ces mouvements rebelles. Comment ils peuvent venir aux tables de négociation avec nous? S'ils venaient, c'est juste pour défendre les intérêts de leur patron qui est le Rwanda. Vous ne répondez pas à ma question. Je répondais que c'est pour... Qui n'a pas le droit d'y être? Est-ce que vous êtes en train de... Attendez, doucement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tous ceux qui étaient avec Kabila à Nairobi, eux, ils sont exclus, mais Nangaa, qui est lui le rebelle, qui tue effectivement, lui a le droit d'y être? Je pense que vous avez... Si lui n'y vient pas, écoutez, alors vous allez dialoguer avec qui? Monsieur Alain, je vous dis qu'il y a des personnes qui sont condamnées. Oui, il y a des personnes qui sont reconnues comme coupables dans les atrocités de l'Est. Et même dans l'accord de Nairobi, dans l'accord de Washington, bien que vous ne voulez pas le souligner, on a parlé de la justice, de la poursuite judiciaire contre tous les criminels. C'est-à-dire que ces accords ne béatifient personne. Ces accords ne sanctifient personne. Il y aura bel et bien, les responsabilités seront établies pour voir qui a fait quoi et qui mérite quoi. Aujourd'hui, tout Congolais qui est des mèches avec les mouvements
rebelle AFC M23, reconnu légalement, ne peut jamais venir s'associer autour d'une table pour échanger. C'est pourquoi nous demandons de la sincérité. Nous sommes pour le dialogue, pour nous, l'UDPS. Le président est prêt pour le dialogue. Le dialogue avec les acteurs que vous choisissez. Le dialogue avec les gens qui sont sincères, qui prêtent serment de défendre les intérêts du Congo, pas venir défendre les intérêts du Rwanda. Quand on est en conflit, on n'a que deux solutions. Soit on gagne le conflit par la force, soit on le gagne en dialoguant. Le président de la République et vous-même sur ce plateau, vous semblez nous dire qu'on a opté pour le dialogue, pour la diplomatie, c'est ce qui vient de se passer à Washington, et le dialogue pour ce qui va se passer en interne. On ne peut donc dialoguer qu'avec les gens avec qui nous sommes en conflit. Vous n'allez pas dialoguer avec Sesanga à Kinshasa et penser que Nanga va accepter ce que Sesanga va dire et arrêter de Nous étions à Washington. Les opposants armés, tout comme nous armés, ils ont fait un lobbying pour pousser le gouvernement, pour demander au gouvernement américain d'inclure parmi les résolutions de cet accord qui a été signé hier, l'obligation de convoquer un dialogue à l'interne. Vous avez vu les hommes en sultan, ils étaient même au cœur des cieux, ils étaient même au secrétariat d'État américain. Ils ont fait leur plaidoirie. Mais dans les dialogues, dans les résolutions de cet accord, de cet accord, on n'oblige pas au gouvernement congolais de convoquer le dialogue. Oui, mais donc, comment on va s'en sortir, monsieur Auguste? Arrêtons une minute de philosophie, on va changer de sujet dans un instant, il faut qu'on parle du loi là-bas. Concrètement, on ne veut pas faire la guerre parce qu'on n'a pas les moyens militaires, on est infiltré. Personne n'a dit qu'on ne veut pas faire la guerre, monsieur Alain. Mais s'il fallait la faire... Ne dites pas les choses qu'on personne n'a dit. On a deux grandes villes du pays qui sont entre les mains des rebelles et des agresseurs. Qui vous a dit qu'on ne fait pas la guerre? Monsieur Oguichamboui, l'accord, peut-être que vous ne l'avez pas lu. Je l'ai lu, c'est vous qui voulez déformer les choses. Laissez-moi finir, laissez-moi poser la question, vous allez répondre à votre guise. L'accord que le président Tshisekedi a signé l'oblige à un cessez-le-feu. Cessez-le-feu veut dire ne pas se battre. Un cessez-le-feu, oui, c'est ça le cessez-le-feu. Oui, c'est ça, effectivement, de deux parties. Il oblige aussi au Rwanda. Soyez explicite. Je parle pour ce qui nous concerne. Je parle du président. C'est une affaire qui repose les deux parties en conflit. Mais, monsieur Guichard, si vous me laissez poser la question... J'aimerais que vous soyez explicite. Non, mais je n'ai pas de parti pris. Moi, je pose la question, je vous ai vous, parce que vous êtes du parti au pouvoir. Le président Tshisekedi s'est engagé à engager la République à ne pas combattre. C'est ça, ce que veut dire le cessez-le-feu. Cessez-le-feu, évidemment, ça engage les deux parties qui ont signé. Donc, on a pris l'option de ne pas se battre et de trouver une solution pacifique. C'est ça, c'est très clair. Donc, s'il faut qu'on aille de manière pacifique, il faut qu'on parle avec ceux avec qui nous sommes en conflit. Je voudrais que de manière claire et nette, vous nous disiez, maintenant qu'on a choisi une solution pacifique, on va la trouver avec qui? Si ce n'est Kabila, pas Katumbi, pas l'Église catholique, pas Corneille Nangaa, il y aura qui en face de Félix Tshisekedi pour trouver une solution pacifique à cette guerre? Vous avez, M. Alain, je pense que nous avons la République démocratique du Congo comme notre intérêt commun. Que ce soit nous de la mouvance présidentielle, tout comme ceux de l'opposition armée, non armée et même la société civique, nous devons d'abord privilégier l'intérêt supérieur de la nation. C'est là où j'interpelle, nous parlons de la sincérité dans les chefs de leaders sociopolitiques congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez que nous puissions dialoguer, bien sûr. Est-ce que sommes-nous sincères? Sommes-nous vrais et corrects? Venons parler des questions de la République ou bien nous venons pour défendre les intérêts de l'ennemi? C'est là où ça fâche. C'est là où ça pose problème. Vous avez suivi Nangaa. Il a parlé du fédéralisme. Vous avez suivi les réactions, même dans les camps de l'opposition, même dans les camps de ceux-là qui étaient en Nairobi. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Il y a même le patriarche Mouyage s'est exprimé là-dessus. Oui, c'est un bon débat, mais l'heure n'est pas vraiment, ce n'est pas opportun. Donc, c'est pour dire que ici, le dialogue vrai, nous avons besoin d'un dialogue, mais il faut qu'on soit tous sincères, vrais et corrects, en commençant par l'institution président de la République. Parce que les résolutions qui seront ici de cet accord, c'est lui qui doit les appliquer. Mais c'est à lui aussi de garantir ses interlocuteurs.
ces citoyens congolais qui viendront à ce dialogue que non, les résolutions seront bel et bien d'application. Pour nous, nous demandons tout simplement qu'il y ait de la bonne foi entre tous les leaders sociopolitiques, qu'on privilège la nation, qu'on voie l'intérêt supérieur de la nation, qu'on convoque un dialogue, mais il faut que le dialogue, que les participants soient vrais, corrects et sincères. On va quitter donc le niveau national. Revenons ici au Lualaba. Sur instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Chabani, les assemblées provinciales ont reçu l'instruction de voter une décision qui va suspendre les motions contre l'exécutif, les exécutifs provinciaux. La province du Lualaba s'est exécutée la semaine dernière. Vous, à l'UDPS, vous êtes dans la joie avec cette mesure? Sincèrement, je pense que nous avons milité plus de 37 ans dans ce pays. C'est pour le respect des textes qui régissent notre pays. La démocratie, c'est le respect aussi des lois de la République. La décision prise par le VPM de l'Intérieur, quand j'essaie un peu de parcourir les raisons, on parle de les questions de stabilité, des questions sécuritaires. Mais cependant, cette question de sécurité, là-bas que vous avez aujourd'hui à l'est de notre pays, il y a des provinces aujourd'hui qui sont sur l'état de siège. Est-ce que dans d'autres provinces aujourd'hui, il y a des questions de sécurité, comme le Lualaba ici? La décision prise par le VPM de l'Intérieur, moi je pense que c'est une décision qui viole la constitution de notre pays. Quand vous lisez l'article 160 de notre pays, de notre constitution, nulle part on dit que les assemblées provinciales sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc moi je pense que si réellement les députés sont sérieux et responsables, j'avais suivi le représentant des députés provinciaux qui saisissent le Conseil d'État. Moi, je les encourage de saisir le Conseil d'État parce que cette décision est irrégulière. C'est une décision qui viole la loi de la République. Quand vous lisez même la constitution de notre pays, la loi de 2008 sur la libre administration des provinces, des principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, et même les lois, les règlements intérieurs des assemblées provinciales, nulle part on donne le pouvoir à un VPM de l'Intérieur de suspendre, d'interdire aux organes délibérants de ne pas faire le travail. Quant à la question du Lualaba, mon frère, le Lualaba vraiment c'est une déception. Nul l'ignore, parce que nous avons vu, nous sommes allés aux élections de 2023. En 2024, il y a eu l'élection de gouverneur et de vice-gouverneur. Il y a eu des députés de l'opposition, des députés du pouvoir. Quand la dame a été élue comme gouverneur, on a vu des députés de l'opposition chanter à la gloire de la dame, de la mouvance présidentielle. Il y a des choses qui se sont passées. Aujourd'hui, quand vous voyez d'abord comment l'Assemblée provinciale se comporte, ils se comportent comme des écoliers au sol de l'exécutif. C'est trop fort, c'est que vous dites. Non, écoutez, s'il vous plaît, quand même leur travail. Ces gens-là la population qui les a mandatés là-bas, il les a mandatés pour travailler pour eux. Lorsque la dame a été élue comme gouverneur pour ce mandat ici, dans son premier point de presse, avait demandé qu'elle a besoin d'une assemblée provinciale qui fait correctement son travail. Elle avait même parlé que j'ai besoin de critiques objectives, j'ai besoin de suggestions, je n'ai pas besoin de me flatter, je n'ai pas besoin de venir me cajoler. Mais regardez la situation du Lualaba. Il y a un député qui a, lors de la session passée, il a initié une question orale au ministre des Infrastructures de venir s'expliquer sur des questions d'actualité sur des infrastructures. Mais l'Assemblée provinciale s'est organisée à un club d'amis pour bloquer cette initiative. Aujourd'hui, on sent une complicité entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale et la population est abandonnée. Mais M. Guichamboui, sincèrement parlant, vous ne pensez pas que vous, excusez-moi du terme, exagérez un peu sur la province du Lualaba? Nous avons des institutions qui sont stables, d'ailleurs cité un modèle par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On a cité le Lualaba en province modèle en termes de stabilité des institutions et de la bonne coopération. Ce que nous savons, par exemple, c'est que évidemment l'Assemblée fait son travail, même si ce n'est pas toujours médiatisé. Quand il y a des soucis avec l'exécutif, les ministres sont convoqués, conseillés et redressés sur le droit chemin. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit toujours spectaculaire comme ça se passe dans d'autres provinces? Cher ami, je vous dis qu'il y a ce qu'on appelle la politique de la redevabilité. L'exécutif et l'émanation de l'Assemblée provinciale. Ce sont eux qui ont élu le gouverneur et le vice-gouverneur. Le ministre
provinciaux et le gouverneur et le vice-gouverneur sont tous redevables devant l'Assemblée provinciale. Est-ce que, dites-nous, quand est-ce qu'un ministre a été interpellé? Je venais de vous parler de la question des infrastructures, où une initiative a été étouffée. Est-ce que le VPM de l'intérieur a-t-il réellement vraiment des réalités du loi là-bas? Ou bien il se contente du cosmétique qu'on nous vend à Colosi? A-t-il déjà été ici à Kapanga Profond, à Dilolo Profond, ou bien à Kaluboudi, à Moutiacha, à Sandoa, pour se rendre compte des réalités de la population? Aujourd'hui, nos compatriotes de Kabanga ont du mal d'acheminer leurs produits agricoles dans les centres urbains comme Kolosi, Kassaji, Funguru, mais alors. Mais aujourd'hui, ils sont à Kinshasa, ils ne savent pas ce qui se passe. Quand ils parlent de la stabilité entre les deux institutions, non, s'il vous plaît. Moi, je suis de ceux-là qui ont toujours milité dans ce pays. Si nous avons soutenu l'idée de changer la constitution, il faut abroger certaines institutions. Les institutions comme le gouvernement provincial, les assemblées provinciales, le Sénat, elles sont budgétivores. Ça n'a plus vraiment la peine d'exister. Parce qu'on sent que ces gens font une complicité, ils tournent le dos à la population. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que donc, c'est que la décision de l'Assemblée provinciale là-bas, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'ils faisaient pendant tout ça. Ils ont eu justement un prétexte, une brèche pour maintenant légaliser ce qu'ils faisaient. Sincèrement parlant, M. Guichamboui, que gagneraient les populations du Lualaba à voir régulièrement tomber les gouverneurs, etc. etc. On n'a pas besoin de tomber. Laissez-moi finir. Ce que vous demandez, en tout cas, c'est que ceux qui condamnent cette décision de ministre cette décision de l'Assemblée provinciale du Lualaba, on a vu dans d'autres provinces, les provinces du centre par exemple, au Kasaï, le gouverneur n'arrive jamais à faire plus d'une année ou 2 ans à la tête de la province. Mais à chaque fois qu'il tombe, que ce soit les présidents des assemblées provinciales, à chaque fois qu'il tombe, quel changement concret on constate sur le terrain? Vous pouvez quand même saluer le fait qu'au Lualaba, cette stabilité apparente des institutions permet ne fût-ce que de construire même 1 kilomètre de route. Je pense que je ne suis pas contre la stabilité des institutions. Oui. La stabilité des institutions ne veut pas dire que non, ne pas faire correctement leur travail, ne pas faire leur mission parlementaire, c'est-à-dire contrôler l'exécutif, interpeller l'exécutif. Mais c'est ce que nous ne vivons pas au Lualaba. Nous avons besoin d'une assemblée provinciale qui interpelle Madame la gouverneure. La pluie vient de tomber. Vous voulez que l'Assemblée humilie l'exécutif? Monsieur Alain, ça fait presque 1 année et 2 mois que nous avons fait avec vous l'émission sur ce plateau concernant le boulevard qui est devant nous ici de Lumumba. Depuis qu'on a lancé les travaux, ça fait presque 1 année. Nous en sommes où? Et que fait l'Assemblée provinciale? Parce que l'entrepreneur en soi, c'est comme s'il se plaint. Mais oui. Où est l'Assemblée provinciale? Mais si l'Assemblée provinciale connaît les vraies raisons de ces retards, il faut informer la population. Peut-être que l'Assemblée sait qu'il manque les moyens. Madame la gouverneure, quand elle a fait la reddition des comptes, plutôt la loi rectificative du budget 2024, elle a bien exprimé la difficulté liée au manque de recettes. Il y a de manque de recettes. Le gouvernement au niveau national a décidé de bloquer l'exportation de cobalt. Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas d'argent. Monsieur Alain, donc l'argent seulement pour faire des fashions. C'est ça l'argent. L'argent seulement pour faire des... Non, c'est pas la province qui a organisé. S'il vous plaît. L'argent seulement pour être hôte de la conférence de gouverneurs. Donc l'argent seulement pour aller faire des voyages et des missions à l'étranger parfois inutiles. Moi je pense qu'on doit être sérieux. On doit apprendre quand même à respecter la population qui leur a donné ces mandats-là. On doit apprendre à être redevable devant la population. On nous chante partout que Lualaba c'est la province pilote. La Lualaba a des recettes. Nous avons des régies financières ici. Nous avons DIR et Dernoflou. Ces deux institutions là-bas collectent des fonds, des taxes et des impôts sur le terrain. Mais est-ce que l'Assemblée provinciale a-t-il déjà eu le courage d'interpeller le ministre des Finances, d'interpeller le directeur des deux régies vraiment financières du Lualaba pour rendre compte à la redevabilité? Si l'Assemblée provinciale estime que non, tout est bien au Lualaba, mais il faut communiquer à la population. Ils sont là pour le compte de la population. Ils ne sont pas pour leurs propres intérêts non plus. Malheureusement, c'est ce que nous assistons au Lualaba. Il y a une complicité et la population est abandonnée. Il y a même certains députés de l'opposition qui se disent en coulisses que non, je ne peux pas faire quand j'ai interpellé l'exécutif. Moi, je prépare ma retraite politique. Ah bon?
Vous êtes allé vers le peuple le 20 décembre 2023, sollicitant le suffrage pour que vous veniez plaider la cause du peuple. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes aux affaires, tu as eu, je ne sais pas, on t'a offert un contrat, un marché, tu t'étais, c'est fini. Et tu es là que pour qui sont pour, qui sont contre, et à la fin du mois, vous touchez les émoluments. Moi, je pense que c'est la population aussi doit éviter les sentiments partisans, les sentiments tribaux. C'est ce qui nous amène à tout ça. La population doit apprendre à voter utile. Et les députés là qui sont dans ces combines avec l'exécutif, qu'ils n'oublient pas qu'à l'Assemblée provinciale, là, nous avions un vieux là qui était comme leur chef. Aujourd'hui, ce vieux là, après son mandat, il n'est plus en province. Il est, je ne sais pas là, à Maloukou, à Kinshasa. Il n'a même pas le courage de revenir au là-bas. Alors, ils ont été sanctionnés aux élections de 2023. Ils doivent apprendre que la population n'est plus dupe. S'ils se comportent comme tel, aux élections de 2028, ils seront sanctionnés. Ils ne vont plus siéger dans ces bâtiments-là qui sont aujourd'hui. Donc, nous en appelons vraiment à la conscience collective. Qu'on cesse d'être la population, l'article 64 de la Constitution demande de dénoncer pacifiquement, demande de dénoncer, de manifester pacifiquement des choses qui ne marchent pas. Ici, on doit s'élever tous en un seul homme pour dire que non, au là-bas, il y a une complicité entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Les députés ne font plus leur travail, ils sont devenus vraiment au solde de l'exécutif. Bon, on ne peut pas aller jusqu'à dire ça, les députés font bien leur travail. Non, ils ne font pas bien leur travail. Qu'ils nous donnent la redevabilité. Ils ont bien analysé le budget provincial. Écoute, la question même des budgets, c'est bon, beau, c'est bien beau. Mais madame nous fait des chantiers. Nous apprécions, nous sommes d'accord. Mais que les députés aient le courage d'interpeller madame. Madame, venez, vous avez construit un tel bâtiment. Le tel montant, dans le budget a été prévu que le bâtiment là pète $5 000. Mais comparons d'abord la qualité du travail qui a été fait et par rapport au montant des caissiers. Et le budget, on doit faire le suivi de ce budget. Qu'on ne fasse pas un budget cosmétique pour la consommation de l'opinion. Monsieur Guy Chambouyi, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Quand on entend ce qui sort de vous, c'est quand même assez étonnant. C'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi est-ce que, revenons d'abord sur la résolution de l'Assemblée provinciale sur la suspension des motions, c'est une mesure initiée par votre ministre de l'Intérieur, il est issu de l'UDPS, et lui-même a dit que c'est le président de la République qui lui a dit de dire aux assemblées de ne plus sanctionner l'exécutif. Alors, de deux choses l'une, vous êtes de l'UDPS ou pas? Comment ça se fait que vous puissiez à la fois être ceux qui initient les choses et à la fin vous dites que vous n'êtes plus d'accord? Vous savez, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre de l'Intérieur, nul n'est au-dessus de la loi. La loi dit que les assemblées provinciales doivent contrôler les gouvernements provinciaux. La loi ne dit pas que le ministre de l'Intérieur ne peut pas, doit intimer des ordres aux assemblées provinciales. Nous reconnaissons que la loi donne le pouvoir au président de la République, la Constitution, que lorsqu'il n'y a plus la collaboration entre il n'y a plus un bon fonctionnement entre les deux institutions, les assemblées provinciales et le gouvernement provincial, le président peut dissoudre les assemblées provinciales. Mais si le président constate que non, il y a de l'instabilité dans les institutions, mais lui en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, au lieu de passer par le VPM de la mesure donnée par le VPM, qu'il prenne l'ordonnance, qu'il dissout les assemblées provinciales, là il y a des problèmes qu'on convoque les élections. C'est ce que la loi autorise au président de la République. Oui, ce n'est pas au VPM de l'Intérieur. À l'inverse, le président de la République, via son ministre de l'Intérieur, convoque les bureaux des assemblées provinciales et leur donne une injonction. Vous voulez que ces bureaux fassent quoi? Ignorent l'instruction du chef de l'État? Il faut d'abord étudier la conformité de cette instruction. D'ailleurs, moi je ne fais pas, jusque-là, moi je ne crois pas que la décision est venue du président de la République. Moi, je cite les propos du ministre de l'Intérieur. Moi je l'ai suivi, je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur citer le président de la République. Il a dit la haute hiérarchie. Ok, je le conseille. La haute hiérarchie, il a aussi Madame la Première ministre suisse, c'est la haute hiérarchie. Et heureusement, elle est aussi de l'UDPS. C'est son chef aussi hiérarchique. Elle est aussi de l'UDPS. L'UDPS n'est pas là pour cautionner les antivaleurs. Nous avons lutté dans ce pays pendant 37 ans, c'est pour le respect des textes. Il n'est pas dit que parce que nous sommes de l'UDPS, qu'on doit cautionner du n'importe quoi, qu'on doit cautionner les choses qui ne marchent pas. Nous sommes là pour appuyer ce qui est bon, fustiger, critiquer objectivement,
proposer des solutions aux choses qui ne marchent pas. Pour moi, j'estime que la décision prise par le peuple de l'Intérieur, interdisant aux assemblées provinciales de contrôler l'exécutif, entérinée ici en province par notre fameuse assemblée provinciale, c'est une décision irrégulière. Et j'encourage à certaines institutions, certaines provinces, certains députés de saisir le Conseil d'État pour vraiment étudier la conformité de cette décision. Ma question c'était, est-ce que vous vouliez que les bureaux des assemblées provinciales puissent ignorer l'instruction de la haute hiérarchie? Je venais de vous répondre. Je voulais répondre. Répondez clairement maintenant. Je vous ai dit que non. Vous dites oui? Je vous ai dit que j'encourage aux députés. Quand je dis que j'encourage aux députés de saisir le Conseil d'État pour contre-attaquer la décision... Non, ici, M. Guichamboui, tournez pas autour du mot. Le président de la République, plutôt. Je pense que les auditeurs m'ont suivi. Les auditeurs ont eu la réponse. Non, moi, mon objectif, les auditeurs ont eu la réponse. Ma mission est de trouver la clarité dans vos propos. La haute hiérarchie donne instruction à son ministre de l'Intérieur de dire qu'on ne fasse pas ceci ou cela. Vous êtes en train de nous dire ce soir que vous, de l'UDPS, vous demandez au président des assemblées provinciales d'ignorer l'ordre de la haute hiérarchie. Mais je vous ai dit que nous sommes, l'UDPS est né sous le respect des textes. Quand une décision est prise d'une manière irrégulière, on ne peut pas l'appuyer parce que nous sommes UDPS. Il ne faut pas l'appuyer. Ce n'est pas ça l'état de droit que nous avons prôné. Parmi les députés provinciaux qui ont voté cette résolution, beaucoup avancent comme argument, notamment en prenant l'exemple de la destitution de l'ancien gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej. Ils ont expliqué qu'en voyant la période où Mouyej a été déchu, on a passé presque 4 ans avec un gouverneur intérimaire qui n'avait pas les pleins pouvoirs. Et cela a ralenti le développement de la province. Pour éviter cela, ils ont trouvé que c'est logique d'enlever cette possibilité-là de déchoir la gouverneure de province. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, c'est encore en violation des textes. Je vous ai dit que lisez la loi organique de 2006 portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces. Lisez même les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Lisez la constitution de notre pays. Cette décision est prise d'une manière irrégulière. Et je sais que parmi les députés, il y a ceux-là qui sont contre. J'avais suivi le représentant des députés provinciaux sur une chaîne de télévision à Kinshasa, où il était contre. Et moi, je l'encourage de saisir le Conseil d'État, parce que c'est une décision vraiment qui est prise d'une manière cavalière. Et on ne peut pas vraiment freiner le fonctionnement des institutions. Dites-moi aujourd'hui, M. Alain, si les députés provinciaux ne doivent plus commencer à contrôler l'exécutif, quel est leur travail? Quelle est leur mission? Pourquoi ils sont à l'hémicycle? Mais ils ne sont pas là non plus que pour sanctionner. Ils sont là écoutez, aussi pour... C'est contrôler, ils doivent contrôler, assurer vraiment la gestion transparente. Hein? Il ne faut pas, pour le cas de l'ex-gouverneur Richard Mouyej, nous connaissons tous ce qu'il y a, c'était une cabane politique. Ce n'est pas une affaire vraiment, il y a eu beaucoup d'irrégularités dans ce dossier, c'était un problème de règlement des comptes, nous ne voulons pas revenir là-dessus, mais c'est un mauvais exemple qu'on nous donne. C'est après le départ du gouverneur Mouyej. Les mêmes individus qui siégeaient à l'époque à l'Assemblée provinciale, ils ont chanté que nous, maintenant, la province va mieux avec Madame la gouverneure Aïe. Aujourd'hui, maintenant, ils commencent à nous dire qu'on a connu les ralentis du développement. Non, s'il vous plaît, on doit apprendre à être sérieux. On doit apprendre à respecter la population. Il ne faut pas chercher vraiment à tourner autour du mot. On doit apprendre à assumer. Et ils nous ont parlé que Mouyej n'était pas un bon gestionnaire. Aujourd'hui, ils ont eu un mandat full. Qu'il gère la province, qu'il construise qu'il donne de l'eau au Lolabé, qu'il donne de l'électricité au Lolabé, qu'il donne du social au Lolabé. C'est ça. Qu'on nous construise des autoroutes maintenant, quittant Kolwezi vers Kapanga. Kapanga Djilolo Sando, Fungurume, Muchacha, mais ce n'est pas venir ici avec des prétextes, non. Nous, au là-bas, on n'a pas des élus. Là-bas, on n'a pas de députés. Je parle bien des députés provinciaux. Ces gens, ils sont en train de consommer l'argent du trésor public pour rien. Ils ne font pas leur travail. Les députés existent bien, ils siègent bien. Ils siègent pour... C'est quoi les résultats? Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que cette mesure a été votée? Je rappelle juste que dans la salle, il y avait 12 députés sur le 24, 10 ont voté pour, 2 ont voté contre et 1 a voté
par délégation, il n'était pas dans la salle, il a délégué le pouvoir de vote en s'abstenant. Donc, 10 pour, 2 contre et 1 abstention sur les 24. Selon le règlement intérieur, c'était en violation du règlement qui veut que pour ce genre de décisions, il faut au moins 16 élus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fait mal que pareille chose se passe sous le règne de l'IDPS. Nous avions donné des leçons aux Congolais. Nous avions promis l'événement d'un véritable état de droit. Moi, de l'IDPS, quand je vois aujourd'hui des choses, certaines assemblées provinciales font de la violation de la loi, de règlement intérieur comme mode de gestion. Moi, ce que je demande c'est à ceux-là qui protestent cette décision, de saisir le Conseil d'État. De saisir le Conseil d'État, que les droits soient dits. Que les droits soient dits, à défaut même de saisir la Cour constitutionnelle. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, quelqu'un se réveille dès matin, il prend une décision et on fait de ça comme quelque chose de normal. Non. Donc, arrêtons de nous frustrer. Arrêtons vraiment de nous faire du mal. Arrêtons vraiment Pour nous qui avons étudié, pour nous qui connaissons le fonctionnement de l'État, nous sommes indignés et nous encourageons à la société civile au Labès. Elle est où? Une société civile vraiment qui est quasiment inexistante. Elle est aussi au sol des actifs. Nous le voyons seulement dans les dossiers de délocalisation, dans les dossiers des indemnisations. Mais ce sont là les questions que vous devez quand même aller voir le bureau de l'Assemblée provinciale, leur faire voir que non, ici vous n'avez pas fait correctement le travail, il y a lieu de faire mieux. Mais malheureusement, on a des gens qui sont là que pour acclamer et c'est décevant pour la population. Très bien. On va changer de chapitre. On a compris votre opinion sur la question. Il faut saisir les conseils d'État sur le conseil que vous donnez à ceux qui protestent cette mesure. Et ce que nous qui compte pour nous, c'est la stabilité des institutions et le développement que la population... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Attends. La stabilité des institutions ne veut pas dire violation des textes. Chaque institution doit exercer librement ses prérogatives. C'est ça la stabilité des institutions. On va ramasser dans les 5 minutes qui nous restent quelques points d'autres d'actualité très rapidement. On va rester d'abord ici au Lualaba. Il y a eu l'organisation pour la première fois de la Fashion Week. Je crois que vous avez vu les images. Ça a montré une autre image de la province après cette campagne que les opposants ont eu organisée sur l'histoire des visites Lulu. Vous, en voyant cette beauté de la province du Lualaba, ça vous a fait quoi? Et je veux d'abord savoir, est-ce un peu de me préciser, cette activité, c'est un fait privé ou bien un fait de l'État? C'est un fait privé. Alors pourquoi on en parle? Ben oui, justement, non, s'il vous plaît, si nous parlons des affaires étatiques. Les faits privés... C'est un fait privé, parrainé par le gouvernement provincial. Monsieur Guichamboui. C'est une affaire privée. Non, ne faites pas la mauvaise foi. Non, je dis que c'est une affaire privée. Les faits privés se développent là où l'État assure la sécurité, la sérénité et le développement économique. C'est ce que j'ai dit. Donc le fait privé, le fait de voir cette beauté, cette belle image du Lualaba, comme l'avait promis Madame Fifi Masuka, ça ne vous n'avez pas vu qu'on est presque à Los Angeles, J'aurais souhaité que si pareille activité aille se passer à Kapanga. Est-ce que Kapanga a des infrastructures qui devraient vraiment habiter vraiment cette activité? J'aurais souhaité que cette initiative se fasse attendre au profond. J'aurais souhaité que Madame la gouverneure prenne ses invités de marque, qui les amène à Mouchacha ici, qui les amène à Lubudi. Le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Nous apprécions ce qui se passe à Kolwezi, il y a des infrastructures passées par là, mais nous estimons que Kolwezi, bénéficiant déjà des ETD qui ont des redevances similaires, qu'on laisse la commune de Fongoro, la commune de Dilala, de Manika et la mairie de Kolwezi continuer à construire Kolwezi et que le gouvernement provincial se concentre à l'intérieur. Pourquoi les caméras de Kinshasa, on n'arrive pas dans les lobes profonds? Pourquoi les invités de barque, on les amène pas à Moussokantanda ici? On nous vend du cosmétique. La campagne visite Lulu, est-ce que c'était de la mauvaise foi? Mais c'était la réalité. C'était de la réalité. C'est ce que nous vivons ici à Kolwezi. Et c'est ce que même la population vit. Donc on veut seulement embellir, justifier. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est de la malhonnêteté. Pareille activité, il fallait le faire à Chimbalanga, il fallait le faire à Kawayongo, il fallait le faire même à Lubudi. Si réellement les infrastructures sont là. Donc pour moi, je pense que c'est une affaire et je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. C'est bon de vendre l'image de là-bas, mais vendez aussi l'image négative. Montrer aussi les réalités quotidiennes de nos compatriotes de là-bas profond.
Le fait que... S'il vous plaît, Monsieur Alain, moi je refuse le fait qu'on se limite au niveau d'écologie, on veut faire voir que nous, on là tout va mieux. Non, ça c'est de la malhonnêteté, c'est du mensonge, c'est de la consommation de l'opinion. Vous devez reconnaître on aussi... doit apprendre, l'initiative est bonne, exactement. Je ne refuse pas. Mais il y a de la mauvaise foi. Il n'y a pas de la vérité là-dessus. Il y a un peu de mauvaise foi. Nous dénonçons le fait qu'on se limite à Mwangeji, où on sait que là, on a construit quand même des routes, on a construit des bâtiments. On veut voir que non, c'est ça, on là, tout va mieux. Or, dans les périphéries de Kaloulou, madame devrait même amener cette activité ici à Kassoulou. Kassoulou, c'est Kolezi. On devrait amener, même à Ouabour, là-bas, à la cité. Même là-bas, du côté Kamassar. Donc, vous sentez que c'est ça l'image de là-bas. Mais monsieur Guichard, même à Paris, il y a des quartiers chics. Non, écoutez, monsieur, je sais au moins qu'on ne refuse pas. On doit communiquer. On doit dire de la vérité à la population. On ne veut pas vraiment nous peindre, nous faire du cosmétique pour juste de la consommation. Je ne suis pas contre madame la gouverneure. Je ne suis pas animé de mauvaise foi. Mais je sens tout simplement que l'Assemblée provinciale, qui devrait faire correctement son travail de contrôler l'exécutif, elle est quasiment inexistante. Les conseillers qui sont avec madame la gouverneure et même les membres de ce ministre n'ont pas le courage de dire à leur autorité les choses qui ne vont pas. Raison pour laquelle nous profitons de votre micro pour alerter. Nous apprécions ce que vous avez fait, c'est une bonne chose. Mais conjuguer encore beaucoup d'efforts, aller encore beaucoup plus dans le labo profond. Kolezi n'est pas le labo papa. Très bien. Très rapidement, en un mot, au niveau national, l'histoire du taux de change, ça a baissé depuis, mais les prix sur le marché, ça ne suit pas la chute du dollar. On nous avait annoncé qu'avec la chute du dollar, les produits de première nécessité, ça va suivre aussi, mais ça ne suit pas. Comment les gens vont fêter en cette période de festivité? Cette histoire-là du dollar, vraiment, c'est de l'escroquerie, hein? Ça énerve. Ça énerve parce qu'aujourd'hui, on ne sent pas sur le marché la baisse, la conformité des taux de ces taux-là d'application sur le marché. Et ici, j'en appelle à la conscience encore de nos élus. Le gouvernement central et l'émanation de l'Assemblée provinciale, Madame la Première ministre et son ministre des Finances doivent être interpellés. Et même le gouverneur de la banque, qu'il vienne nous dire, nous sommes... Il a été interpellé et applaudi par les députés nationaux. Les députés, malheureusement, qu'est-ce que nous avons les députés? Est-ce que nous avons les élus? À un certain moment, je commence à me révolter. Certaines personnes ne font pas leur travail, mais malheureusement, ils sont bien rémunérés. Malheureusement, ils touchent leurs soldes, ils touchent leurs émoluments. Mais est-ce que réellement c'est quoi? C'est la population lambda qui souffre. C'est le dernier consommateur. Il n'y a aucune institution qui fonctionne bien dans le pays. Mais écoutez, M. Alain, j'en appelle à la prise au président de la République de voir clair dans cette histoire ici des taux d'échange. Parce qu'on a comme l'impression que chacun a son taux. Ouais. Par exemple, ici à Kolezi, vous partez dans un magasin, vous trouvez quelqu'un avec son taux, vous partez quelqu'un avec son taux. Donc on ne sait pas réellement, on sent l'absence de l'autorité de l'État. Et même l'autorité monétaire, elle est quasiment inexistante. Monsieur Ogui Chamboui, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'UDPS qui vous remercie, cher Alain. Nous sommes disposés de venir encore prochainement pour débattre sur des questions de la République. Ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. L'émission est finie, elle est disponible sur tous nos réseaux sociaux, mais également sur l'application MyCanal du groupe Canal+. Vous regardez l'émission, la regardez quand et où vous voulez. On se retrouve donc vendredi prochain avec un autre invité sûrement. D'ici là, merci de nous rester fidèles.